Et Khadija, Oui, c'est la deuxième fois que tu es venue cette année à Tirmark oui. pour Caravane Tirmark. Et c'est une question un peu rhétorique pour ceux qui viennent pour la deuxième fois. Et, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans différents points de vue, pas que le visuel pour la question de l'incendie, mais toi en tant qu'artiste, cette douzième immersion dans l'Oasis et dans les alentours de l'Oasis, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, premièrement, après ma première visite pour la caravane de Tirmert ou bien quoi que ce soit aussi par rapport à la région d'Assazag, puisque c'était aussi lié pour moi, et j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui me parle. Ça veut dire que en termes de démarche, je dois revenir. Ça veut dire qu'il y a une petite flamme que je garde depuis l'année dernière. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenue euh, pour la voir grandir, pour que ça deviendrait un jour un feu, je sais pas, je parle métaphoriquement. Mais bon, cette année spécialement, on est revenu avec une autre impression. Ça veut dire que il y avait un incendie. Du coup, on commence déjà à imaginer. Moi, personnellement, depuis le jour où j'ai vu qu'il y a des incendies, j'ai pas pu, je me sentais débile en face à la situation. Du coup, j'ai même pas appelé Ahmed ou quoi que ce soit comme personnes qui sont là-bas, qui sont nos amis. Mais je voulais vraiment y aller sur place. Comme ça, on fait quelque chose sur place, on leur parle dans les yeux dans les yeux. Et du coup, on est arrivé, ça a été très bien toujours. Et on a commencé le lendemain, on a commencé à faire la visite. Et ce qui était vraiment un petit peu, c'est pas bizarre, mais un petit peu plastiquement quelque chose de nouveau parce qu'on dirait que tout le temps il y a des ombres, alors que ce sont les branches des palmiers qui sont devenus noirs avec l'effet du feu. Mais par contre, il y a toutes des petites tiges en haut qui commencent à pousser. Ça veut dire ça commence à repousser de nouveau. En fait, puisqu'on est arrivé quand même, ça a passé beaucoup de temps. Et à un certain moment, on commence à dire, même si c'est horrible en le disant comme ça, mais on commence à se dire, moi et Ahmed, et même les quelques-uns des habitants du Oasis, on commence à se dire que quand même l'incendie elle a quand même quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il a, par rapport à la terre, ça commence à être comme une sorte d'engrais pour la terre, comme ça commence à pousser autrement. La terre, on la voit d'une manière, c'est comme s'il y a plein d'engrais. Il y a un côté qui est un petit peu positif quand même, malgré tout. Mais même les habitants, j'ai visité quelques gens qui sont de la famille d'Ahmed. Et à un certain moment, à part le projet que je commence à développer il y a un moment, on commence à parler même de l'incendie, mais le fait où il commence à te dire que tu peux pas imaginer ce que nous avons vécu pendant cette période-là, cela veut dire que ils ont vraiment dépassé ce point de transition qui est l'incendie. Ça veut dire il y a l'incendie et et après le feu. Et du coup, maintenant, ça commence à être un petit peu en calme. Ils ont commencé à oublier un tout petit peu. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que je suis revenue et j'ai même envie de revenir plusieurs fois, quoi. Donc, en termes de recherche, en termes de démarche artistique, je commence à voir
des choses ça fait un moment que ça me parle, mais je voulais pas me forcer à toucher le terrain au début, mais là, je vois que c'est l'occasion. Je crois que c'est l'occasion. Et du coup, après que j'arrive à Tirmed, je commençais déjà un projet avec la matière de henné. Et ce projet-là, je l'ai commencé. Oui. Attends, avant de rentrer sur ce que tu as fait aussi, moi j'aimerais bien aussi te raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Ahmed, avec Embark notamment. Juste après l'incendie, tu as dû recevoir des mails en disant voilà ce qu'on Oui, avait oui, oui, appelé oui, 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 après Tirmar, non? Parce que là, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire nous de notre côté? En plus, il y avait toute la question aussi du virus qui nous a affecté, nous a touché à tous. Et qu'à un moment donné que ça commence à améliorer, il y a l'incendie. En sachant que en 2014, novembre 2014 aussi, ils ont eu une autre catastrophe, que c'était oui, oui. les inondations et qui d'ailleurs a donné lieu à Caravan Tirmar, non? Alors, d'un côté, ça m'a rassuré que des gens comme Ahmed, d'autres que tu connais, ils ont déjà l'habitude de se mobiliser, de se coordonner. Mais après, on a eu des discussions, comme je te dis, avec Ahmed et avec Embark en disant qu'est-ce qu'on fait nous, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, Et, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, 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 oui. et Embark, il n'était pas partant de faire quelque chose là-bas. Moi, j'avais dit que c'était très important de faire l'édition Caravantirma qui était prévue. Et parce que aussi, en parlant avec Ahmed, il m'a dit, Carlos, peut-être que c'est bien que les gens ils commencent à voir qu'on récupère la normalité. Non? Voilà. L'effet de voir à nouveau des artistes, et que les enfants puissent aussi refaire des ateliers, mais si finalement on n'a pas pu le faire pour le virus. Mais ça donne un peu aussi de l'espoir. Et surtout pour eux, ça aussi n'est pas se sentir seul. Ils savent qu'ils n'étaient pas seuls parce que, heureusement, la réaction sur les réseaux, et pas que de la communauté, entre guillemets, de Caravan-Tilma, mais aussi de tous ces habitants de Tilma qui habitent au Maroc ou même à l'étranger. Et c'était incroyable aussi la réaction des tribus, de la Confédération Tekna, des tribus aussi des Assa qui sont venus Ouais, pour ouais, ouais. soutenir moralement, mais aussi avec de matériel. Ça, c'est important. Mais c'est pour ça que finalement, on s'est dit, non, je pense que c'est important qu'on fasse, même s'il n'était pas là, même si Mbappé ne pouvait pas venir, même si c'était pas mal de boulot pour Ahmed, mais nous, on a décidé que peut-être c'était la meilleure façon de pouvoir aider en quelque sorte, non? À part commencer à travailler dans la parcelle qu'on a eue, bon, ils vont nous laisser travailler avec, et que vous avez déjà commencé à utiliser les Oya, qui a fait une Ouais, barque avec son ouais, potier à Tahanao, à Lorica, et ouais. que ça fait partie aussi d'un projet qu'on va commencer à développer avec Canat, le programme Ouais, 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 qui ouais. développe au 18. On va développer des choses ensemble, non? Mais parce qu'il y a aussi de la part bon, pratiquement de tout le monde l'effet de voir cette oasis et de voir les images qui étaient c'est brutal, non? De voir toutes brûlées. Figure-toi, Ouais. tu parles d'ombre. Ahmed, un jour, il me dit, Carlos, c'est trop dur de sortir de chez moi, de marcher dans l'oasis. Ah oui, de Et, voir et, ça. Mais en fait, et maintenant, parce que maintenant, avant, on voyait des couleurs, surtout vert, mais maintenant, c'est toute ma vie, c'est en noir et blanc. C'était comme si c'était un film en noir et blanc, en mais c'est fait, trop dur. oui, tu as raison. On dirait des créatures qui extraterrestres. On dirait c'est tout noir, c'est tout noir. Mais une fois que
tu vois en haut, tu vois des petites tiges qui commencent à pousser. Ça commence à devenir un petit peu vert. Puisqu'à chaque moment, moi et Ahmed et la majorité, on fait, pendant presque chaque matinée, on fait des tours dans tout l'oasis et pour voir. Et du coup, on a presque tout vu. On a vu les places là où il y a beaucoup de dégâts et autres places là où il y a pas de feu. Mais franchement, ça a changé beaucoup de choses en termes de, de, de vision, de ce que tu vois comme paysage, ça a changé beaucoup. Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu pourrais apporter à Tirmat? En fait, Qu'est-ce moi, que qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter? en fait, oui, avant que j'aille à Tirmet, j'ai parlé avec Ahmed, je lui ai dit, est-ce que, en fait, avant, je lui ai dit, ça va, qu'est-ce qu'il y a des dégâts? Il m'a dit que tout, presque en termes d'arbres et plantes, presque tout est plus là. Donc, je lui ai dit que, puisque l'année dernière, j'ai vu pas mal de gens qui plantent des arbres du henné. Et du coup, en ce moment-là, j'ai pris quelques graines. Et j'ai fait un test l'année dernière en les germant. Et finalement, j'ai abouti à avoir des petites pousses et même de récolter un petit peu de feuilles de henné. Et il m'a dit que si, je lui ai dit que j'aimerais bien, soit qu'on achète d'après une pépinière des tiges de henné, moi je veux bien replanter les arbres qui sont plus là. Il m'a dit que malheureusement on n'a pas de pépinière qui sont là où il y a le henné. Donc le henné, soit tu fais quand tu as déjà fait, quand tu l'aboutis déjà. Et du coup, je l'ai fait pendant presque 25 jours, mais ça n'a pas marché parce que aussi je crois que c'est pas le bon moment. Et du coup, j'ai pas pu. Sinon, c'était aussi mon idée. C'était l'idée d'aller planter des arbres du henné. Mais en fait, on n'a pas pu. Mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un, je me rappelle plus de son nom. Et il a des bassins là où il a des légumes bio, il a des plantes médicinales, il a beaucoup de choses. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il a une plante de henné? Il m'a dit que oui. Et du coup, il me l'a montré. Et je compte la prochaine fois aller chercher des tiges pour que je puisse replanter les arbres qui sont plus là avec les incendies. Juste pour info, une des choses qu'on avait parlé avec Francesca, en plus, je pense que c'est ces jeunes-là, de pouvoir les donner une formation sur l'agriculture des oasis à Marrakech avec Terre et Humanisme. Mais à cause de la pandémie, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont faire la formation. Mais ensuite, on avait préparé un document pour que l'association maintenant qui gère la reconstruction de l'Oasis, dont Ahmed, puis demande des techniques, surtout à l'Institut national de la recherche agronomique, à l'INRA, et aussi à l'ANZOA, l'Agence nationale pour le développement des oasis. Et tout en sachant que, et ça c'est partie de mes recherches, l'agriculture des oasis, il y a un problème parce que, oui, les palmiers dattiers, surtout de la variété Marjoul, c'est très rentable d'un point de vue économique, mais ce type de palmier, ça marche pas trop bien parce qu'il fait pas trop chaud à Guelmim. Et dans les oasis du Tafilet, ils ont testé des plantes médicinales et aromatiques qui s'adaptent très bien au milieu.
mais que par contre, le revenu économique est beaucoup plus élevé. Et avec ça, il pense, et c'est comme ça que les gens ils vont recommencer à planter. Parce que sinon, les gens, ils abandonnent l'agriculture. Alors, avec l'incendie, comme tu disais tout à l'heure, on a vu aussi l'opportunité de pouvoir repenser l'oasis de zéro et de voir qu'est-ce qui pouvait marcher. Et la dernière fois que j'étais à Tirmat, je l'ai laissé à 30, 40, 50 graines de moringa, que c'est un arbre du désert qui était au Sahara, mais qui était disparu. Mais des familles à moi, près de Merzoug, l'ont planté. Ça marche très bien parce qu'il ne consomme pas trop d'eau, il pousse très, très rapidement, il y a aussi beaucoup de propriétés. Et je ne sais pas si Ahmed, je pense qu'il n'a pas eu le temps de faire ça. Par rapport aux recherches de l'INRA, précisément, il disait que, à part les palmiers, les plantes et arbustes qui ont des vrais potentiels, c'était les cactus et les haies. Le henné, oui. Par rapport à la consommation d'eau, par rapport à tout ce qu'on peut faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que maintenant, si tu veux travailler avec les henné, on va foncer sur ces questions-là. Et tu as la parcelle aussi dont tu as déjà planté des choses à pouvoir faire des tests. Parce qu'on compte aussi pouvoir acheter les waterbox, une entreprise hollandaise, aussi des amis à moi l'ont testé à mes amis, ils marchent très bien. On veut tester aussi plusieurs types d'arrosage. Des systèmes d'arrosage, des plantes. Et au fait, c'est les 2 gens qu'avec Canat, on va envoyer une formation à Marrakech. L'idée, c'est qu'ils utilisent cette parcelle-là aussi comme laboratoire. D'un côté, laboratoire. En fait, là, on peut même commencer dès maintenant, puisque depuis mon retour de Tirmat, il y avait quelqu'un avec nous qui s'appelle Slama. Sûrement tu le connais, Slama. Et en fait, il est rentré et presque chaque jour, on s'appelle et il m'envoie des vidéos. Mais vraiment, il est rentré avec une rage. Il m'a dit que là, il a vraiment envie d'entamer son projet qui est autour de l'agriculture. Ça veut dire, il m'a envoyé déjà des photos. Il a commencé à planter quoi que ce soit comme graines. Et je lui ai même proposé de planter les comment ça s'appelle? C'est les cacahuètes. Parce que ça demande quand même des cacahuètes, puisque ça demande quand même une atmosphère là où il n'y a pas d'humidité. Et comme c'est au désert, ça demande pas, je crois pas que ça demande beaucoup. Bon, il se peut que je dise n'importe quoi, mais tant que ça demande pas de l'humidité, ça veut dire que ça demande pas beaucoup d'arrosage. Et aussi le henné. Et en fait, je lui ai dit que aussi je peux lui envoyer une enveloppe à graines, puisque ça fait un moment que je commence, moi et Jean-Paul Thibault, ça. Et depuis le confinement, on fait des envois par la poste des graines. Et moi, une fois je reçois des graines, je les plante et la majorité des graines que j'ai reçues, finalement, ils sont poussés. Donc, ah oui. Super. Ouais. Et du coup, je crois avec Slama, on peut déjà, puisque Slama, c'est parmi les gens qui vont aller au workshop de Qanat. Et en fait, il a rien, il a aucune idée. À chaque moment, il me pose la question. Il m'a dit, Khadija, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer, puisque vraiment, je dois me préparer comme ça quand j'irai, je serai là qu'à pour apprendre. Mais vraiment, il a vraiment envie. Il est trop excité pour y aller apprendre plein de trucs avec le collectif et les programmes de Qanat. Est-ce que tu as visité sa parcelle? Pas encore. Ah oui, je sais. Mais tu es parti voir son terrain? Non, mais en fait, il est en train de préparer plein de trucs et à chaque moment, il me demande de l'avis. Il m'a dit, c'est pour mars. Il m'a dit qu'il est en train de préparer des surprises pour nous tous et pour tous qui viennent à Tirmat. Comme ça, on lui rendra une visite pour voir ce qu'il nous prépare.
Il t'a raconté son histoire? Si, il m'a tout montré. Il m'a montré le terrain, il m'a montré les matériaux, et c'est tout. J'ai plein de vidéos. En fait, on s'appelle tous les jours. Mais vraiment, je suis hyper contente parce qu'il est trop excité. Il m'a dit que j'ai de la rage, mais vraiment, il a envie de faire plein de trucs. Je lui dis, pense. Et à Je, chaque moment, il me dit, je fais un petit résumé pour Fatam Zara parce que quand on parle d'à quoi ça sert un artiste, ben, lui, c'est… ça sert à rien. Non, Non, exactement. Mais on est encore en train de réfléchir à ça. non, mais lui, c'est un peu un résultat de l'action de Caravan Tirmat et les artistes. Lui, c'était quelqu'un de la même tribu, mais qui habite plus à l'Oasis. Mais par contre, avec un groupe de gens qui sont toujours là avec nous, nous aident à organiser les ateliers, les workshops. Et aussi à faire l'accompagnement des artistes pour montrer Ouais, l'Oasis, pour les mettre en contact avec des gens, pour les expliquer ce qu'ils savent, que certains, à propos de son domaine, ils connaissent énormément de choses. Même si c'est à propos de l'agriculture, à propos des troupeaux, des chameaux, de pas mal de choses. Alors, c'était en 2018. Il y a Souad El Maïsour qui vient et qui se met à travailler sur la question de l'esclavage. Alors, Salama l'accompagne. Et dans la conversation, il y a Salama qui dit qu'il va partir en Europe. Il va essayer de traverser jusqu'aux îles Canaries, tel qu'avait fait Mohamed Arslan. Mais au fait, il disait qu'il n'avait pas envie, mais qu'il était forcé. Et quand il a expliqué ça, il dit non, écoute, mes parents, ma famille, il a un terrain dans les alentours de Guelmim, au sud de Guelmim, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau sur la surface. Il y a les voisins, il a creusé un puits, il a trouvé de l'eau, et maintenant il commence à travailler en agriculture. Ça, c'est un peu comme un débouchement de Wet Noum. Et mon problème, c'est que faire un puits, ça me coûte 15 000 dirhams. Et moi, je n'ai pas 15 000 dirhams pour faire le puits. Et ce qui fait chier, c'est que si j'ai de l'eau, le ministère de l'Agriculture, il me paye tout le reste pour pouvoir travailler. Mais il faut que je montre qu'il y a de l'eau. Alors, mon problème, c'est que si je n'ai pas les 15 000 dirhams et quelqu'un me prête, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'eau? Alors, c'est pour ça que, comme je ne peux pas travailler à ma terre ici, il va falloir que j'aille ailleurs pour me gagner la vie. Alors, dans ces cas-là, à ce moment-là, soit il a dit, écoute, je te prête les 15 000 dirhams. Tu fais ton puits, si tu as de l'eau, tu peux travailler, et une fois que tu commences à avoir des revenus, tu me payes petit par petit. Il a dit, et sinon, sinon, je me sens d'autres à faire. Si tu viens travailler pour moi un moment, tu gagnes une partie, dans ton partie, tu me rembourses. Et une fois que tu as fini, tu décides qu'est-ce que tu fais. Alors finalement, il a fait le puits, il a trouvé de l'eau. Et après, il a préparé tous les dossiers pour pouvoir avoir l'accord du ministère de l'Agriculture, et il l'a eu. Mais nous, c'est un peu un côté social, mais aussi indirectement, c'était le résultat de qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens avec lesquels on collabore. Il y a aussi des artistes marocains, non marocains qui viennent, qu'est-ce qu'ils font. Et peut-être maintenant, il va travailler dans ce cadre du projet des canards. Et finalement, on mélange un peu tout, que aussi à Fandecom, c'est aussi ce qu'il faut faire dans le désert, non? Parce que tu peux pas venir et t'intéresser que à un seul sujet. Finalement, tu vois que tout est vraiment, vraiment lié. Mais bon, ça, c'est un peu pour te faire les points sur un des membres de l'équipe de Caravan Tirmat. Et il faut aussi que je fasse une conférence avec Zaragan et avec Gassan aussi. Que c'est pour écrire une autre histoire, non, de comment Zaragan, il arrive en 2017, il arrive, bonjour, ma famille est ici de l'Oasis, mais moi j'habite à Guelmim, mais moi je veux faire passer les bacs. Mais il y a mon prof de dessin qui m'a dit que ça sera bien de passer par Tirma, dans Caravan Tirma, parce qu'il va y avoir des artistes
En fait, le prof, c'était Tajib Nadif. Ah, Il l'avait envoyé. Ah Alors, ouais. il est venu, il savait pas s'il voulait devenir artiste ou pas, avec son petit cahier, il a commencé à montrer un bar, à Sibi, il a pas mal de gens. Et à partir de là, il a décidé d'être artiste. Et il a essayé 2 fois de passer les concours à Limba. Il n'a pas réussi. Mais maintenant, il fait une formation à Marrakech liée au graphique, au design graphique, quelque chose comme ça. Et puis, il dit qu'une fois qu'il finisse l'année qui vient, qu'il va réessayer les concours de Limba. Mais entre-temps, il vient chaque année. Il nous aide énormément. Il travaille aussi avec les artistes. Et on est très fiers, non, d'avoir des gens comme ça. Ouais, Mais, c'est clair. bon, Bien sûr. en tout cas, pour revenir à ce que tu as fait, ce que tu as commencé à développer cette année-là, les aînés, qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Ou tu racontes qu'est-ce que tu as fait plus précisément. Ah, c'est pendant la caravane de Tirmalt. Ouais. Et en fait, avant la caravane de Tirmalt, j'ai déjà commencé le projet, mais le projet ça date depuis 2018. Ça veut dire que depuis 2018, je commence à faire des recherches autour du henné, puisque c'est une notion de couleur. C'est aussi par rapport à la matière, puisque c'est aussi une notion de corps. Et par rapport au motif, puisque quand on met le henné, toujours il y a des motifs qui font distinguer une région par rapport à une autre. Et Fatem Zahra a déjà vu le projet que j'ai fait ici à Rabat, mais quand je suis arrivée à Tirmalt, je voulais expérimenter autre chose. C'est pas autre chose, toujours en restant dans la même matière, mais en touchant une autre piste. Et du coup, déjà, moi, j'ai l'habitude de faire du henné de cette manière-là. Mais quand je suis arrivée, le premier jour, nous étions à la source. Et du coup, il y avait de l'argile. Il y avait de l'argile autour du lac. Et je commençais à jouer avec l'argile. Et du coup, je voulais au début, il y a une petite forme. C'est l'argile. Et du coup, au début, je voulais juste reprendre la forme qui est en couleur, en forme plastique volumineuse. Et du coup, j'ai fait ça. C'est ce qui m'a donné l'idée d'aller faire cette forme-là en henné. Ça veut dire que j'ai adopté la poudre du henné comme pas seulement comme une pâte à modeler, mais en fait, c'est une notion de couleur. Et du coup, j'étais dans un esprit de sculpter la couleur. Donc, normalement, on sculpte la forme, on sculpte quelque chose qui est modelable. Cette fois-ci, oui, bien sûr que je suis en train de sculpter une forme modelable et tout, mais à la base, comme le henné, c'est une notion de couleur, et du coup, j'étais en train de sculpter la couleur. Et là, j'ai fait c'est comme si j'ai fait des moulages par rapport à mes doigts. Donc, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est que des formes. Et finalement, on garde. J'ai pu garder la forme du henné, pas juste comme couleur, qui est toujours collé au corps comme support, mais comme plutôt une forme plastique en fait indépendante par rapport au corps. Donc, il est devenu le support d'elle-même, comme matière, comme couleur, comme quoi que ce soit. Donc ce que j'ai pu faire pendant la caravane, c'est ça. C'est des mains, c'est la stylisation de la main. Mais par contre, je me suis bien concentrée sur la notion du motif au Sahara.
Et du coup, grâce à Ahmed et aussi Slama, qui est sa sœur, une femme qui met le henné, Naqasha, comme on dit, aussi la cousine d'Ahmed. Et par coïncidence, quand nous étions là-bas, il y avait un mariage juste à côté des voisins. Et du coup, j'ai assisté aussi les rituels de mettre le henné, de la mariée. Oui, exactement. En fait, j'ai assisté à ça. Je suis allée voir la cousine de Ahmed, que je la remercie énormément, énormément, parce qu'il m'a donné du temps. Il était dans l'écoute et surtout, il n'était pas dans le choc par rapport aux questions d'artistes. Ça veut dire à un certain moment, c'est une femme qui a l'habitude de mettre le henné par rapport aux gens avec le henné. Et moi, je lui ai demandé de me faire le henné avec le feutre en verre. Et du coup, c'était bien. Comme ça, je garde. Je voulais pas me laver les mains pendant toute la journée. Je mangeais avec les mains sales. Comme ça, je garde le motif dans la main. Et je lui ai posé plein de questions. Mais alhamdoulilah, finalement, j'ai pu capter plein de réponses, puisque je lui ai dit que normalement, quand on voit le henné de Sahara, ça n'a rien à voir avec le henné en termes de motifs, ça n'a rien à voir avec le henné du Fès. Il y a totalement. Je lui ai dit qu'est-ce qui fait que le henné de Sahara est distingué par rapport aux autres. Et là, on commence à déchiffrer les motifs. Je lui ai dit, par exemple, ça ressemble à quoi? Je lui ai dit que pour moi, si je suis un nomade, ça pour moi c'est la montagne, peut-être c'est la route depuis une vision plongée, c'est peut-être la montagne, c'est aussi peut-être ça peut être le dos du chameau. Il y a beaucoup de choses. Et là, il a commencé à dire des choses qui sont très importantes et qui sont aussi liées par rapport à l'astronomie. Ça veut dire par rapport aux étoiles, beaucoup d'appellations qui sont hyper poétiques. Peut-être, en fait, voilà, c'est ça, c'est les motifs principaux et chaque motif et sa connotation. Chaque motif et sa stylisation, qui a toujours une référence par rapport à une forme qui existe, que ça soit en termes d'astronomie, en termes de paysage désertique, en termes de beaucoup de choses. Et du coup, même en termes d'appellation, comment ils appellent les choses, c'est très poétique, c'est très profond. Il y a ça, par exemple, le henné que je mets moi, ça s'appelle Trautima. C'est aussi lié par rapport à une bague. Et c'est aussi lié par rapport à le fait que ça devient le khatima diyal yad. Ça veut dire le bout de doigt. Mais en arabe, c'est plus poétique. Ça, khatima, je ne sais pas comment la traduire en français, quoi. Ouais, c'est comme une conclusion, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas la même chose. Khatima, quand on dit khatima, il y a aussi bon, je sais pas comment la dire, mais il y a aussi un esprit de religion. Mais en fait, c'est pas de religion, c'est de spiritualité. Il y a cette idée que c'est complet. Il y a l'idée d'une entité qui est quelque chose de complet, d'abouti. Oui, exactement. Et on dit le khatima, on le dit beaucoup chez nous en termes de culture. L'islam, on dit le khatima. Ça veut dire husn al khatima. Et ça, c'est husn al khatima par rapport à la main, quoi. Donc, en couleur. Il y a aussi ça qu'on l'appelle tariq al-na'ma. Ça veut dire le parcours de. C'est na'ma, comment on l'appelle? Comment on la traduit? La félicité, Nama. Peut-être, oui. Donc, c'est le parcours de la félicité. Ça, on l'appelle la brdad, mais c'est plus une forme de 7 étoiles que Ahmed m'a montré dans le ciel. Oui. C'est des 7 étoiles qui sont dans le ciel. Oui, exactement. Trop beau. Et en fait, à partir de ça, et à partir aussi de la visite que j'ai
que j'ai fait avec les femmes qui étaient en train de faire le henné. Je fais une série de dessins. Et en fait, mais c'est toujours lié par rapport au doigt, ça, les bouts de doigts. Ouais. Ouais. On peut même la voir comme ça. Ça, c'est juste par rapport aux motifs. Trop beau. Khadija, c'est magnifique. J'ai rien vu. Non, parce que tu vois. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Attends, ça c'est de celle des chameaux, de photo de Wadan. Waouh, tu peux me l'envoyer. Ouais, grave. Ça va te coûter cher. On fait un troc, puisque moi aussi j'ai des choses qui sont hyper chères. Non, mais sûrement. Parce que j'ai eu aussi une thématique qui m'intéresse depuis un moment. Il est lié toujours par rapport à ça, mais faut que je me prépare. Déjà, tu as été hyper prolifique. C'est des dessins qui sont hyper aboutis. Tu as une série là. Ouais. Wow. Et comment tu as articulé justement l'intégration de certains éléments entre eux? Tu es toujours de produire un espèce de vocabulaire, parce que là, on sent bien que c'est une nouvelle étape de déconstruction et reconstruction à partir des relevés que tu as faits. En fait, j'ai pris les motifs. Bien maintenant, je suis consciente de la signification de chaque forme, de chaque motif. Et j'étais juste en train de déformer la main. Du coup, il y a toujours, comme par exemple ici, c'est une main. Ça veut dire qu'il y a toujours les 5 bouts de doigts. Super. Et du coup, j'essaie aussi de former un vocabulaire comme j'ai l'alphabet à la base, qui est les motifs et les connotations de chaque motif. C'est comme si j'écris autrement avec des formes, mais toujours en gardant. C'est comme si j'écris dans la main. C'est pas j'écris dans la main, mais là, je garde l'esprit de la main. Oui, l'esprit de la main, mais il n'y a pas de main directe. Mais juste la notion. Il y a une cartographie, en tout cas. Il y a la cartographie de la main avec certains repères, le bout des 5 doigts. C'est à l'intérieur de cet espace symbolique et physique que tu vas vraiment réarticuler et inventer de nouvelles formes à partir des motifs répertoriés. Oui, exactement. Donc là, c'est uniquement des motifs du tatouage du Sahara. Oui. Directement à partir de ce que tu as relevé avec les femmes. Super. Mais est-ce que tu parlais de motifs de Sahara, mais est-ce qu'il y a une particularité liée à la tribu? C'est-à-dire, est-ce que la tribu, ou moins les Azouafites de Tirmat, est-ce qu'ils sont des motifs particuliers? Non. Mais en fait, c'est... Non, puisque tu sais pourquoi? Puisque c'est lié par rapport, comme je t'ai dit, les formes principales qui sont là, ils sont inspirés depuis l'astronomie, ça veut dire depuis le ciel, et on les trouve partout, même en termes de broderie, dans le dra'at des hommes que les hommes portent. Et du coup, par exemple, quand nous étions à Tirmet, Ahmed il m'a montré les 7 étoiles. Il y a toujours en fait, il y a toujours des étoiles qui sont posées comme ça dans le ciel. Assez souvent, on voit les 5, mais il y a une étoile qui clignote à chaque moment. Mais là, si on les lit, ça donne la forme d'Abrdad. C'est la forme. Oui. Et du coup, cette forme-là, on la trouve partout. Donc, c'est comme si c'est l'alphabet qui donne par la suite de faire une certaine grammaire par rapport en termes de composition. Et du coup, nous étions à Tirmert, Ahmed il m'a montré ça au ciel,
Et du coup, après 3 jours, quand nous étions là-bas où nous avons passé les 2 nuits, Carlos, il m'a dit, Khadija, viens, montre-moi les 7 étoiles. Et je les ai trouvées. Donc, et Écoute, en fait, juste pour répondre à la question de Carlos, il n'y a pas de forme qui appartient juste à Tirmat, mais au contraire, c'est pour le Sahara et je crois même pour la Mauritanie, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que quand on parle de Henné, je crois que c'est la même chose. Ça serait intéressant à un moment donné de s'intéresser vraiment dans tes recherches à cette histoire de migration des motifs. D'abord entre les supports, comme tu l'as dit, entre le support du corps et celui du tissu de raïa, mais aussi probablement le travail du cuir aussi, et de voir Oui, cette migration au sein même du territoire. C'est un peu aussi ouais, ce ouais, sur ouais, quoi ouais, ouais. travaillait Bert Flint. Mais je pense qu'à un moment donné, ça sera nécessaire pour vraiment consolider pas forcément le côté, et pas uniquement juste le vocabulaire formel et plastique, mais pour toi aussi, pour consolider ta recherche et lui donner un socle plus anthropologique. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça Donc, m'intéresse. et puis En c'est fait, c'est super pour ça important que de toutes les manières. je vais revenir. Mais c'était pas. En fait, les 10 jours presque, c'était hyper intense, hyper Ouais, intense. On voulait faire toutes les choses. ouais, Et tu te réveilles le matin et tu sais même pas comment la journée, ça a passé hyper vite. ouais, magnifique. Vite fait, il y a le soir qui arrive, qui vient. Ouais, c'est génial. mais Mais, je te donne des devoirs pour le mois de mars, Khadija. Et tu vas ouais, d'accord. partir à la rencontre d'Ali. Ali, il habite en dehors de la Palmeraie et jusqu'il y a 2, 3 ans, il était nomade. Et d'abord, il a planté sa tente. C'est comme, je sais pas, une demi-heure à pied de l'Oasis. Et ensuite, il a commencé à construire sa maison. L'année dernière, lors de l'atelier qu'on a fait avec l'école de Paris-Cergy, et les 5 étudiants de l'IMBA, il y avait Mehdi qui s'intéressait aux étoiles précisément. Et il partait avec cette idée de repérage pour les nomades, pour naviguer. Moi, je dis, écoute, ça, c'est dans les films. Mais si tu veux comprendre un peu les étoiles par rapport à ce qu'ils pensent à un nomade, tu vas aller voir Ali, tu dis qu'il va de la part d'Ahmed, Ouais, ouais. et après tu me diras. Il est Ouais. revenu 3 heures plus tard, il m'a dit, c'est incroyable. D'abord, lui, c'est un philosophe. Et après, il m'a donné des explications sur l'astronomie incroyables, incroyables. Hein. Parce que, en fait, les nomades, ils peuvent avoir une autre conception du monde à partir de cette étoile qui n'a rien à voir avec la nôtre. Mais je ne sais pas, Khadija, si tu es consciente, au moins à propos de ce travail-là, tu as commencé à parler d'une catastrophe écologique et tu as parlé aussi d'une situation sociale compliquée avec des gens que tu connaissais. Après, tu as parlé d'agriculture adaptée aux oasis avec les aînés, qui t'amène aussi à une question plutôt anthropologique de l'utilisation qu'ont fait les aînés, en plus avec l'effet de mariage sahraoui. Et ensuite, tu as parlé d'astronomie et un peu de nomades. Et, et peut-être que tu pourrais pas travailler ce que tu es en train de faire que si tu te bases sur une seule question. S'ils se mettent à développer qu'un seul côté, peut-être la couleur, la matière des aînés, tout simplement, sans tenir en compte tous les restes, cela serait un peu, un peu, non, je pense que ça sera complètement indéfini, ça resterait dans une super spécialité. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que toute la question liée aux nomades, et tu vas voir que là-bas, tout objet, tout dessin, il y a une explication. Rien Bien n'est sûr. super. Rien n'est Rien n'est, gratuit. ouais. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais aussi, tu vois aussi la complexité, comme tu l'as dit, les temps passent trop vite.
Et pour moi, la conséquence aussi, c'était mon expérience personnelle, c'est que il faut du temps. Il faut du temps, il faut se donner du temps pour rester, pour parler avec les gens. Parfois, tu penses que tu passes le temps à parler ou à rien faire et que tu auras ton temps, tandis que ça te permet d'avoir une perception complètement différente à ce qu'on a l'habitude normalement, non? Aussi, comme tu vois aussi, comme tu disais tout à l'heure, non, parce que le temps passe vite, tu n'as pas le temps de faire des choses. Nous, on dit toujours, et je répète à tout le monde, que nous, on n'exige pas de produire des choses. Et qu'on préfère que vous passiez le temps, voilà, à parler avec les uns, avec les autres, à faire des tests, que à avoir un produit, parce que sinon, vous n'allez pas dédier les temps qu'il faut. Hein. C'est pour ça aussi que quand les gens ils veulent revenir, ben, ils reviennent sans problème. Et Mais en parfois, fait, il y a aussi un esprit positif par rapport à la durée, puisque quand tu arrives pour la durée de 10 jours, par exemple, tu commences dès le début à être sensible par rapport à tout ce qui t'entoure. Tu commences à être concentré tout le temps. Comme ça, en fait, tu es consciente que la recherche, ça commence dès le moment où tu prends la route jusqu'au le dernier moment où tu quittes Et en fait, par exemple, moi, ça, je l'ai. C'est clair que je l'ai commencé il y a longtemps, mais c'est comme si je me suis concentrée à faire une synthèse dans la durée. C'est pour ça que même visuellement, on le voit, c'est petit, c'est aussi minimaliste, c'est beaucoup de choses. Et cela, je ne crois pas que c'est gratuit. Tant qu'il y a, il y a beaucoup de choses. Et comme j'ai dit depuis le début, tu es concentré pour faire quelque chose. C'est pas, personnellement, moi, j'ai pas forcé. Mais ça a commencé comme ça et ça aboutit comme ça. Donc, dans la durée de 10 jours, même si que, en termes de recherche, j'aurais aimé rester plus longtemps. Comme ça, je rencontre plus de femmes qui font le henné, plus d'hommes, peut-être qu'ils ont des reculs, certainement. Ceux qui font la broderie de Dra'at, certainement, ils auront un bagage et certainement des informations qui sont liées, puisque les motifs qu'on voit par rapport au henné, c'est presque les mêmes qu'on voit dans les Dra'at. Et quand tu as mentionné le nombre de sujets ou bien de thématiques ou bien de terrains que j'ai touchés, ça, je peux dire un petit peu que je suis un petit peu consciente par rapport à ça, puisque je garde toujours à la tête que mon point de départ, c'est toujours, c'était par rapport à ça, c'est le henné. Donc, c'est grâce à cette point d'attaque que j'ai pu toucher ça. Et pour moi, c'est ce qui me nourrit en termes de recherche, c'est que tu fais tes recherches et tu peux toucher plusieurs pistes que tu pourras jamais imaginer qu'un jour tu arriveras à les toucher ou bien les savoir. Pour la prochaine édition, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien changer ou réajouter? En termes de quoi? Ben, en général, tu aimerais bien passer plus de temps au milieu de nulle part. Là, il y a eu. Mais en fait, cette édition, c'était spécial parce que, comme m'a dit Ahmed, c'était la première fois qu'on va aller passer 2 nuits dans le désert. C'était vraiment très, très important. Ça veut dire que là, il y a des gens que je crois que même, bon, moi, je l'ai déjà fait, mais je crois que la majorité vont
ils seront toujours partants d'aller vivre une expérience, de passer 2 nuits dans le désert pour savoir aussi ta zone de confort et le fait que tu la dépasses. Est-ce que tu seras dans la mesure de contrôler en fait, la quantité de l'eau que tu utilises, surtout que tu es dans le désert et la notion de l'eau, c'est quelque chose de très important. Et c'était super bien. C'était super bien. Donc, ça sera super si tous les années, on consacre 2 nuits ou même 3. Ça sera super pour aller. Moi, en fait, j'ai leur demandé quand passera aussi la 3e nuit dans le désert, mais c'était pas possible parce que comme ça, sinon je serais égoïste parce que j'étais la seule qui le demande. Et c'était super, super bien. C'était super cool. Mais c'est la première fois qu'on passe 2 nuits, mais on a déjà passé à 2 reprises. Une nuit, la première, c'était en 2017 avec les nomades qui avaient des troupeaux avec lesquels j'avais déjà dormi avec Ahmed, Gilles et Heidi. La deuxième, c'était à côté des nomades en 2018. Et l'année dernière, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait la pluie. Mais par contre, on est monté à la forteresse almoravide de Dar Sultan. Mais aussi, je peux te dire qu'il y a une petite grande différence de faire ce que vous avez fait parce que la plupart, presque tout le monde, est parti en voiture là-bas. Et moi, c'est vrai. Arriver à pied, ça change aussi radicalement la perception des lieux. Et aussi, on parlait aussi avec Iman, la différence de dormir à la Belle Étoile. Ça change aussi énormément, je peux te dire. Et moi, quand je pose la question, je me fous de froid. Il faut plus de matelas, plus de couvertures et c'est tout. Mais non, ce n'est pas une question de dépasser les limites, mais c'est une question de mieux comprendre ces rapports qu'il peut avoir les nomades avec les étoiles. Ce n'est pas que pour s'orienter, c'est aussi quand tu te réveilles la nuit, tu ouvres tes yeux et tu vois les étoiles, ou tu vois même la lune passer, comme s'il était en train de te vigiler. Ça, je l'ai vécu autrement et c'était encore plus parce que je ne sais pas si Ahmad t'a dit que dans la source chaude, on s'est baigné. Donc, en pleine nuit, oui, en fait, c'est une sorte de jacuzzi naturel. Il y a les palmiers qui t'entourent, il y a le désert, tu vois rien autour de toi. Mais par contre, quand tu lèves les yeux en haut, tu as tout le ciel qui te domine. Et à un certain moment, je leur dis que j'ai l'impression que c'est comme si c'est moi qui, en fait, tellement que le ciel te domine, à 360 degrés, tu as l'impression que c'est toi c'est l'inverse. C'est comme si une sorte de rotation. Mais franchement, c'est comme si je fais un masque je sais pas comment l'expliquer en mots, mais en fait, c'était quelque chose de très, très, très beau. Tu te rappelles pas le dessin que j'avais fait au 18 pour l'exposition de Fatam Zara? Depuis tout à l'heure, Khadija parle et je ne pense qu'à ton dessin parce qu'il y a vraiment constellation, les échelles, la centralité. Il y a vraiment quelque chose à faire entre les deux. Ouais. En tout cas, ça sonnait vraiment beaucoup de cloches dans ma tête. Alors, tu vois l'importance de cette toile, l'importance de dormir à la Belle Étoile. Oui, bien sûr. Le mois de mars, tu viens bien équipé pour pouvoir dormir à la Belle Étoile.